Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans sa totalité, évolue vers son ultime perfection. Nous construisons tous les êtres humains qui passent sur cette planète, depuis que nous nous sommes séparés des autres primates, depuis que nous avons quitté le royaume de la nature pour devenir cette humanité, tous les êtres humains qui composent, qui ont composé, composent et composeront l'humanité, travaillent à une œuvre gigantesque, superbe, transcendantale, qui est la création du paradis pour nos futurs descendants. Ce paradis, c'est là où nos futurs descendants pourront venir jubiler de l'existence, jouir de l'existence, jouir de l'extase, de l'éveil, du nirvana, de la sagesse, de l'état, de cet état transcendantal dont toutes les religions parlent. Le bouddhisme, voilà, ce qu'a vécu le Bouddha, l'état de Bouddha, ce qu'a vécu, ce que vivent les expérimentateurs de l'extase dans le soufisme, dans le christianisme, dans le judaïsme, dans l'islam, dans l'hindouisme, dans le zen, dans le bouddhisme, etc. Dans toutes les grandes traditions, il y a cette expérimentation de l'extase qui est la fusion avec le principe créateur, ce que les religions appellent Dieu. Et donc on va vers cet état-là. Voilà la théorie que je défends. Donc on va vers un état où on aura créé le paradis. Évidemment, il faudra encore quelques siècles de travail, peut-être 2, 3, peut-être 10 siècles, mais peu importe, l'humanité, elle a le temps. Voilà, on y va péniblement, parce que c'est difficile pour l'homme constructeur que nous sommes. On n'a pas le plan, et en plus, on ne sait pas ce qu'on réalise. Quand on aura pris conscience de ce qu'on réalise, on pourra le faire de façon symbiotique, ensemble, que l'ensemble humain travaillera ensemble à cette œuvre. Mais pour l'instant, on y va de façon antagoniste, à travers la compétition féroce, on le voit entre les Américains et les Chinois, à travers la guerre, on le voit partout, il y a des conflits, des guerres, des violences, à travers l'abus d'autrui, on le voit dans toutes les sociétés, et toutes les sociétés sont comme ça, elles ont des dominants, des dominés, des élites et des intouchables, etc., etc. Et tout ça, il faut le résorber, il faudra finir par le résorber. On le résorbe progressivement, mais ça prend du temps. Ce n'est pas des choses qui peuvent se bousculer d'un coup de baguette magique. Et donc, il y a l'humanité, l'évolution de l'humanité à un rythme propre. Et ce rythme, on doit le respecter. Il est comme ça. Chaque fois qu'on essaye de l'accélérer, de façon violente ou dictatoriale, on tombe dans la dictature. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut aussi tenir compte. Alors, pour continuer ma réflexion, je m'appuie parfois sur des audios, et là, c'est sur une émission de France Culture, Les Chemins de la Philosophie, qui était de 2022, qui était consacrée à Platon. Et là, c'est l'épisode 7 sur 8. Il y a 8 épisodes, j'en ai déjà fait 6, et c'est le 7e, qui est offert à Alain Badiou. C'est la 3e vidéo, je lance, je découvre en même temps et je fais des digressions. Voilà, je mets mon grain de sel et voilà. Donc on y va, on lance. Ça pourrait ressembler à ça. Pour nous, il est interdit d'interdire. Nous, comme jeunesse, nous voulons une autre chose. Quoi exactement? Paix, liberté, c'est seulement important, votre cœur, votre personnalité. Il y a une grande poubelle. Donc c'est les années, c'est c'est mai 68. On voit à quel point alors on peut, il y a beaucoup de choses qui sont
dans l'obscurité de ce mai 68, etc. Mais c'était l'époque où l'humanité cherchait à penser, à s'unifier, penser à la paix universelle, à la fraternité. Il y avait tout ce mouvement, la jeunesse était dans ce mouvement-là. Et donc, bon, on sait ce que c'est devenu, mais à la sortie de ça, dans les années 80, le communisme est tombé, le libéralisme a pris le pouvoir, il est devenu ce néolibéralisme à la suite de Thatcher, Reagan, et en France c'était Mitterrand. Et là, c'est le capitalisme qui a repris le pouvoir. Et donc, en somme, c'est le machisme, les machos qui ont pris un système. Et donc, alors qu'on partait vers l'égalité, alors que les années 60, 70, les années hippies visaient à l'égalité, viser la fraternité, enlever le marché, essayer d'écarter le consumérisme, essayer d'aller vers la nature, vers l'amour, enfin toutes ces valeurs-là, elles ont été balayées d'un seul coup à partir des années, donc de ce retour à l'ordre des années 80, et on a vu débouler des Bernard Tapie, je sais plus comment, et Davina, voilà, le musculaire, le sport, les Berlusconi, les nanas dénudées pour attiser le chaland, les vidéos, les jeux qui sont devenus les médias qui ont été vendus donc à l'oligarchie, et l'oligarchie en a fait une simple vitrine, un truc où c'était les camelots qui vendaient voilà, dans les émissions de télé, c'est le juste prix, machin, c'était des camelots qui étaient embauchés et qui sont encore à la télévision, hein, on est encore dans ce mécanisme-là. Et donc, c'est des gens qui vendent de la camelote, qui vendent... voilà. Et donc, ils ont complètement changé le système. En peu de temps, en l'espace de 20 ans, c'était plié. Et maintenant, on est dans ce moment-là. Et on est en train d'essayer de sortir de ce moment-là. L'oligarchie veut pas lâcher le pouvoir. Justement, elle continue à... ils ramènent le Big Deal, d'ailleurs. Voilà, c'est symbolique. Les émissions de Hanouna, etc. C'est vraiment du camelotage, quoi. Donc, l'oligarchie veut pas lâcher prise. Mais le monde est en train de dire non, ça suffit, on n'en veut plus, on veut plus de ça. Voilà. Et il faudra un peu du temps pour que ça change. On a tout jeté, dans la rue, dans la télévision, dans la radio, dans les journaux, il s'est créé plein de journaux, et puis chacun est venu chercher son petit truc, ça a ouvert notre espace de liberté. Nous pouvons nous exprimer, quelle belle chose pour une fois, parler dans les rues, circuler sans être embêtés. Est-ce que la démocratie telle qu'elle est examinée par Platon dans ce livre 8, Alain Badiou, donc comme forme de dissolution de l'ordre politique, ressemble à ce désordre joyeux dans l'archive qu'on a entendu qui a eu lieu lors de mai 68? Ça ressemble et ça ne ressemble pas. C'est-à-dire que, malgré tout, quand on examine de près mai 68, qui a été quand même pour moi un grand moment, on voit que c'est un mouvement à plusieurs composantes distinctes. Il n'y a pas un seul courant de mai 68, loin de là. Justement, ouais. Parce que il y a toute une série de phénomènes qui, à proprement parler, ne sont pas directement politiques. C'est-à-dire, vous avez un soulèvement étudiant, qui est un soulèvement, en fait, qu'on peut dire collectif, mais dont les attendus politiques sont pratiquement indéchiffrables. Il y a quelques revendications précises sur l'organisation des études, etc. Voilà, il n'y a pas de point de vue général sur l'organisation politique, et on pourrait dire que c'est un mouvement revendicatif, plutôt. Oui. Voilà. C'est-à-dire au nom de la liberté, c'est exactement. Ouais. Donc un mouvement qui, dans la distinction classique entre action politique et action syndicale, un mouvement qui serait syndical, plutôt.
Par ailleurs, il y a des revendications ouvrières, et c'est évidemment la conjonction des deux qui définit en réalité mai 68, la simultanéité des deux. Il y a des revendications ouvrières qui, pour l'essentiel, doivent être considérées de la même façon. C'est-à-dire, ce sont des revendications ouvrières concernant ce qui se passe dans les usines. Allant depuis la revendication d'une augmentation de salaire jusqu'à des revendications qu'on pourrait dire de plus grande liberté dans le travail, de moindre dépendance à l'encadrement, etc. Si on prend tout ça, de bonheur au travail. On y voit un vaste il y avait une quête de bonheur là, populaire au sens large. Mais dont les attributs proprement politiques sont extraordinairement flous et où, pour l'essentiel, on a des revendications qui s'adressent à l'État tel qu'il est. Au demeurant, quand on procédera aux élections, on verra que c'est l'État comme il est qui sera réélu très, très, très facilement. En 68, vous voulez dire? Oui, en 68, ouais. En 68, oui. Bien sûr. Mais comment ça prête à... Bien sûr, mais donc, là, parce que l'État possédait les médias. Et donc les médias ont dégradé l'image de mai 68. Ça a été vite fait et le peuple, il a réussi par les médias à faire peur au peuple et le peuple a dit on veut le retour à l'ordre. C'est exactement ce qu'il a fait avec les revendications des Gilets jaunes. Et là, les médias, ils appartiennent maintenant à l'oligarchie et ils font exactement la même chose. Qu'ils appartiennent aux politiques ou à l'oligarchie, ils appartiennent à cette élite, alors qu'ils devraient appartenir au peuple. Tant que les médias n'appartiendront pas au peuple, on aura un problème de démocratie, on aura un problème de politique. On ne peut pas sortir de ce problème-là tant que les médias ne sont pas au minimum au milieu entre les dominants et le peuple, et les dominés. Tant qu'il n'est pas au moins au centre ou du côté du peuple, eh bien on a un problème de la démocratie peut pas s'imposer, le peuple est maltraité, enfin on a toujours le même problème. Prête à voter. Voilà, et donc la politique existe en 68, mais elle n'existe pas comme un attribut essentiel de la figure qui est celle du mouvement de mai 68. Il y a une invention politique qui est une invention politique interne à cette grande démocratie de masse et qui propose des orientations nouvelles, particulièrement du point de vue d'une extrême gauche qui serait celle d'un communisme renouvelé ou d'un socialisme transformé, etc. Mais tout ça accompagne le mouvement, en fait partie, mais n'en est pas le sens général. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, et c'est ce qui est le problème. En fin de compte, mai 68 et jusqu'aux années 70, du point de vue politique, se soldera par pratiquement rien. Oui, mais justement, c'est cette liberté-là qui, pendant un temps en tout cas, n'aboutit pas à une proposition politique concrète que pointe Platon dans son portrait de la démocratie. C'est ce qui lui pose problème d'ailleurs. Oui, une absolument. Liberté qui ne produit rien et qui est sans ordre et qui est exactement. guidée par la passion. Ce que Platon remarque, qui n'a pas de sens général, donc pour le bonheur de l'ensemble, pour une visée. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'humanité actuellement. C'est pour ça que la mécanique universelle est intéressante. Ce travail-là qui vise une finalité de l'humanité en disant, voilà ce que nous construisons, c'est ça. Tant que nous n'aurons pas pris conscience du travail collectif, on ne peut pas travailler collectivement. Et donc, c'était comme ça. Mai 68, ça n'a pas été il n'y avait pas de vision collective. La vision collective aurait pu être un système. Et c'est là où ça pose un problème. Et c'est là où ça a été l'échec aussi des Gilets jaunes. Et ça a été l'échec et c'est l'échec de la gauche. Et c'est l'échec de tous ceux qui s'opposent aux politiques oligarchiques, à l'oligarchie actuellement, qu'ils soient de droite ou de gauche. Il n'y a pas de vision commune et donc c'est pas ça peut pas fonctionner. C'est le problème de là. Et c'est pour ça que Platon est fondamental quand il dit que c'est le bien commun qui doit être visé. Donc les élites, les meilleures élites qui montent au pouvoir, c'est ceux qui ont le plus de conscience du bien commun.
Donc, parce que le bien commun, ça peut être le socle, c'est le socle sur lequel les idées vont converger. On ne peut pas être en opposition sur le bien commun si véritablement on pense au bien commun, au peuple, au bonheur du peuple. Eh bien, tout ce qui va converger, les nouvelles idées, les créativités, etc., vont émerger pour ça, avec en tenant compte de cette dimension fondamentale. On peut tout de même le vérifier à certains égards en mai 68, c'est que cette figure désordonnée va finalement fatiguer par son désordre même et faire apparaître une aspiration à l'ordre. Voilà. D'où l'émergence du tyran. D'où l'émergence du tyran. Alors en 68, il n'y a pas eu d'émergence du tyran, parce qu'il était déjà là, d'une certaine manière. Il a quand même suffi d'une grande intervention de De Gaulle pour que le mouvement soit ébranlé, et ce pouvoir gaulliste a organisé des élections et les a gagnées. Alors, le pouvoir gaulliste était un tyran, d'une certaine façon. Peut-être que De Gaulle n'était pas dans cette mécanique-là, mais le pouvoir qui était en place, et d'ailleurs avec toutes ses conséquences, le SAC, tout ce qui était en dessous, qui était dans l'obscurité, et que maintenant on commence à éclairer, le monde commence à éclairer le dessous des cartes, en somme, le côté obscur de la politique. On est en train de montrer, d'éclairer tous ces rouages sombres de la France-Afrique, etc., etc. Tout ça, ça sort. À l'époque, c'était vraiment dans la noirceur. Et c'était ça qui était tyrannique, en somme. Oui, c'était pas un tyran non plus. C'était pas un tyran, mais c'était Il a été élu. Là aussi, tyran, c'est un concept grec. Tyran, ça signifie ce qu'on voit chez d'autres, chez les Perses, par exemple, ou en Égypte. Voilà, là, on voit des tyrans. Alors aujourd'hui, tyran, ça n'a pas le même sens, mais... Dans votre traduction, vous traduisez par fasciste. Ah oui, oui, oui. Non, mais je pense que c'est ça qu'il a dans la tête. C'est ce qu'il a en tête, et on va le voir dans son portrait du tyran. Du tyran malheureux. C'est pas un honorable président de la République, hein. C'est le tyran pour Platon. Le tyran pour Platon, c'est un dictateur fascisant qui va rétablir l'ordre dans la violence. Mais ensuite, c'est pas terminé comme ça, mais il s'est terminé quand même par la forme la plus autoritaire concevable dans le parlementarisme, à savoir une intervention absolument personnelle de De Gaulle. De Gaulle qui était une personnalité tout de même, si je puis dire, relativement exceptionnelle dans la démocratie parlementaire, et faisant jouer le fait que l'ordre serait rétabli. On a fait savoir, le gouvernement a fait savoir qu'il était allé se renseigner auprès quand même de ce que l'armée pensait de tout ça, auprès des généraux qui occupaient l'Allemagne avec les troupes françaises. Donc c'était pas non plus quelque chose de totalement démocratico-parlementaire, cette affaire. Il y a eu une intervention. C'est pas fasciste non plus. Mais est-ce que ça veut dire que le dévoiement de la démocratie en tyrannie est inéluctable ? Pour Platon, il a l'air de penser que c'est le cas. Et c'est là où ça serait intéressant, cette même émission pour aujourd'hui. Que penserait Badiou avec l'élection de Trump, etc. Et la montée vers le dictateur, quoi, le dictatorial. Il y a 2 ans d'écart entre 3 ans, entre février 2022 où cette émission passe et puis aujourd'hui. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il a l'air de penser que c'est le cas. Oui, je pense que Platon pense cela, mais que on peut en tirer une leçon différente. Dire directement que la démocratie engendre nécessairement la tyrannie, c'est quelque chose qui est de l'ordre des catégories politiques réellement existantes dans l'univers antique. Là, on voit ce que ça veut dire. Si on essaie de le transposer tel quel aujourd'hui, il va y avoir quand même forcément des choses qui ne fonctionnent pas. Je pense qu'il faut l'entendre comme ça. C'est-à-dire, pour autant que la démocratie absente petit à petit les
courant idéologique fort qui en rassemble les composantes, alors elle crée réellement un désordre politique périlleux. Comment ce désordre va-t-il être résorbé ? On ne le sait pas et c'est probablement variable. C'est, à mon sens, le désordre, il naît tout simplement de l'absence du bien commun. Et maintenant, le bien commun, c'est l'humanité. Une démocratie, elle s'écroule parce que les dominants ont perdu le sens du bien commun, n'ont pas le sens du bien commun. S'ils n'ont pas le sens, donc l'amour du peuple, s'il n'y a pas l'amour du peuple, la démocratie va forcément dans tous les sens et jusqu'à appeler naturellement la dictature. C'est inévitable. Mais c'est le bien commun qui est le lien. Variable. Mais je pense que ce qu'on peut retenir de l'idée de Platon, c'est que quand, d'une certaine façon, les revendications collectives ou individuelles prennent absolument, qui sont légitimes, mais prennent absolument le pas sur des propositions idéologico-politiques organisées, alors on est quand même proche d'une situation dont le contrôle sera difficile à retrouver. Ouais. Et je pense que nous sommes en ce moment, et pas seulement nous, mais d'une certaine façon tout le système parlementaire occidental, appelons-le comme ça, est dans une difficulté considérable qui est platonicienne, d'une certaine façon, je l'appellerai comme ça, parce que ce n'est pas une difficulté de fond. Qui est platonicienne dans le négatif qu'il voit, pas dans la proposition qu'il met pour faire un bon système politique pour la société. Ce qu'il propose, c'est vraiment autre chose. La société saine et en bonne santé pour Platon, c'est justement, c'est celle qui s'épargnerait ce genre de dérive vers que nous connaissons de fonctionnement avec une proposition alternative claire. C'est pas du tout ça. Ça continue comme c'était. Mais c'est un progressif délitement, une sorte de décomposition des figures idéologiques, des grandes figures idéologiques qui animaient tout de même la démocratie au niveau de la pensée politique. Et en réalité, ça prend un aspect très frappant en France aujourd'hui, qui est la totale décomposition de la gauche. Ça s'appelle comme ça, voilà. Alors, finalement, ce qui ne va pas, ce qui est créé quand même par l'extension du désordre et de l'individualisme, c'est que l'opposition, sans laquelle en réalité il n'y a pas de démocratie parlementaire fiable, l'opposition entre une majorité et une opposition, mais majorité et opposition qui doivent être définies du point de vue des intentions politiques véritables, malgré tout, c'est le minimum, et pas des avantages. Des oppositions avec comme but le bien commun. Voilà, il faut que les deux oppositions, le pouvoir plus l'opposition, soient et dans l'esprit le bien commun. Avantages ou des désavantages. La décomposition de cela, très avancée chez nous, est une crise de la démocratie. Et en fait, je pense que le problème a été justement quand Mitterrand et la gauche de l'époque, elle avait tellement soif de pouvoir, en fait c'était le pouvoir qui était le moteur et non pas le bien commun. Et à partir du moment où ça a été le pouvoir, le bien commun a été oublié et c'est devenu une sorte de nouvelle aristocratie qui s'est imposée, qui a pris le pouvoir, qui a placé ses potes à droite, à gauche, qui a complètement oublié le bien commun en réalité. Et là, voilà, c'est le problème. Et là, actuellement, c'est exactement pareil. La gauche, elle est pas, même si l'idée était il y avait les valeurs du bien commun qui ont fait que la gauche s'est unifiée, par exemple. Mais c'est le pouvoir qui est le moteur fondamental. Pour l'extrême droite, c'est la même chose, c'est le moteur qui est fondamental. C'est pas le peuple, c'est pas le bien commun, c'est le pouvoir. Et à partir de là,
quoi qu'il arrive, même quand on change, même que s'il y a un passage dans autre chose, le système se délite parce que le bien commun n'est plus dans l'esprit du peuple, n'est pas dans l'esprit du politique. De la démocratie qui ressemble quand même à ce que Platon annonce, étant entendu que cette ressemblance n'est pas une identité, mais tout de même qu'un certain fonctionnement de la démocratie, mettre à l'ordre du jour une tentation pour une autorité supérieure qui comblerait ce désordre et rétablirait un ordre fictif, existe et que Platon en avait anticipé l'existence. Ça veut dire que l'étape qui nous attend, la prochaine étape, c'est la tyrannie ? En France ? Je ne dis pas que la prochaine étape mécaniquement sera la tyrannie, parce que peut-être va-t-il y avoir des reconstitutions à l'intérieur du désordre, des reconstitutions idéologiques. Après tout, il faut quand même bien voir que dans l'histoire des démocraties occidentales, l'apparition de nouveaux courants structurant en réalité les oppositions politiques s'est fait historiquement. Elle n'a pas été initiale. Au fond, toute la fin du 19e siècle a été occupée par la constitution et l'apparition de la force importante des partis sociaux-démocrates, et notamment de la social-démocratie allemande, qui était quasiment une sorte de modèle. Et puis on sait très bien que après, dans les années 30, on a vu apparaître les partis communistes comme des puissances organisées du débat parlementaire, et même encore jusqu'à une période pas trop éloignée, minimalement, on avait une opposition entre la gauche et la droite. Après l'opposition entre la gauche et la droite, on ne voit plus la possibilité d'aucune opposition. Et ça, Platon a raison, ça dérègle la démocratie. Alors le tyran, pour Platon, qu'il examine au livre 9 de la République, n'est pas un monstre exceptionnel. On va arrêter là pour cette vidéo. Le tyran, on va le voir dans la prochaine vidéo. Voilà. Eh bien, je pense que c'est très intéressant. Ce qui est dit par Alain Badiou, et ça soulève tout un tas de choses parce que justement ça nous met devant la réalité actuelle. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Si vous pensez qu'il y a de l'intérêt maintenant à prendre conscience de notre sens pour pouvoir travailler collectivement, en commun, pour éviter la guerre, éviter le travail antagoniste, ce combat-là, il faut penser collectif. Voilà. Merci en tout cas de votre écoute et à très bientôt.